domicile Centre 77 et Madame Guisgan, ergothérapeute. Nous allons donc vous présenter notre structure, l'association d'aide à domicile Centre 77 et son exemple de fonctionnement en guichet intégré. Tout d'abord, je voudrais excuser l'absence de Monsieur Claude Planquette qui a eu un empêchement aujourd'hui, qui ne peut pas être parmi nous. Voilà. Est-ce que vous entendez correctement ? Oui. Oui. Donc cette notion de guichet intégré que nous allons développer au cours de cette présentation s'inscrit autour de nouvelles notions de parcours coordonné autour des personnes. Tout d'abord une notion territoriale qui aujourd'hui se rapproche plus d'une notion départementale, une notion d'intégration avec une notion de guichet intégré qui aujourd'hui remplace peu à peu la notion de guichet unique, une notion de co-construction d'outils communs pour une co-utilisation et enfin une notion de co-responsabilité dans les prises en charge. Nous avons également une notion de complémentarité, donc avec une harmonisation nécessaire du parcours de santé et du projet de vie des secteurs sanitaires et médico-sociaux. Dans ce contexte général, des freins multiples ont été identifiés dans la mise en œuvre de ce parcours coordonné autour des personnes. Premièrement, l'existence de très nombreux acteurs des champs sanitaires et médico-sociaux dont les tutelles aujourd'hui sont différentes, restent différentes, l'ARS d'un côté, les conseils départementaux de l'autre, qui nous demandent de décloisonner le parcours alors qu'eux-mêmes restent cloisonnés. En particulier, les financeurs ne sont pas décloisonnés eux-mêmes. On constate une différence de culture de ces acteurs. Ils ont une difficulté à se reconnaître entre eux, à se comprendre et à s'accepter, en particulier au niveau des contraintes et de leurs logiques, les logiques de chacun. On identifie ici des parents pauvres quelquefois et aussi on ressent certains types de hiérarchisation. On constate un ajout de structures, de coordination nouvelles, sans en revoir parfois l'organisation complète. Cela complexifie et rend peu lisible le parcours. Cela crée un effet millefeuille. Il y a une absence de visibilité des structures de coordination avec des familles et des personnes qui ont des difficultés à trouver finalement le bon interlocuteur et à obtenir des informations adaptées à leurs besoins. On est un petit peu loin du projet régional de santé qui préconisait le bon interlocuteur au bon moment et au bon endroit. Je vais à présent vous faire une présentation de notre structure, Centre 77, qui est, comme son nom l'indique, une association qui est implantée sur le département de Seine-et-Marne et qui couvre 92 communes sur 3 cantons, donc avec un nouveau découpage de ces cantons qui ont été donc fraîchement redéfinis. Initialement, on couvrait 5 cantons. Donc nous avons maintenant 3 cantons et 3 communes qui sont satellites et qui n'appartiennent plus à nos cantons de référence. Donc ce découpage va créer, vous allez le voir, certaines difficultés. Au sein de cette association, nous avons 359 salariés qui représentent 197 ETP. L'association Centre 77, c'est historiquement un service prestataire qui existe depuis 1977 sur principalement donc, ces 3 cantons. On vous en présentera l'historique un petit peu plus tard. Donc l'association prestataire, c'est 259 salariés pour 142 ETP qui accompagnent les personnes en perte d'autonomie, principalement des personnes âgées, mais également des personnes handicapées, des enfants handicapés, pour le maintien de la vie sociale, de la qualité de vie, de l'autonomie, l'aide et le soutien aux aidants, aux accompagnants, l'aide aux familles. Donc, c'est l'aide à la toilette, l'aide au repas, l'habillage, les courses, tout ce que je pense vous connaissez bien. L'aide à domicile Centre 77, c'est également un service mandataire. Donc pour nous, c'est une salariée administrative qui organise les interventions de 59 intervenants, qui sont les salariés de 81 employeurs, qui sont soit des personnes âgées, soit des personnes handicapées à domicile, soit des parents d'enfants handicapés à domicile. Donc c'est ici principalement de la garde
soit de la garde de jour, soit de la garde de nuit, de la garde de week-end, mais ça peut également être de l'accompagnement soutien scolaire, et puis plus sporadiquement des hommes toutes mains, du jardinage ou du soutien scolaire, de la garde d'enfants à domicile. En 1989, Centre 77 s'est doté donc d'une équipe médico-sociale sous la forme d'un SIAD, service de soins infirmiers à domicile, qui représente donc 117 salariés, 117 places, dont 114 places de personnes âgées et 3 places pour des personnes en situation de handicap. Donc le SIAD, ce sont chez nous une directrice des soins, 3 infirmières coordinatrices sur 3 secteurs. Donc le secteur de Rozay-en-Brie, qui a été historiquement l'ouverture du SIAD, le secteur de Coulommiers et de Rebais. Donc ce sont des soins infirmiers classiques, le pilulier, la toilette infirmière qui est dispensée par des aides-soignantes. Donc chez nous, 66 aides-soignantes dans l'équipe. Et puis l'accomplissement des actes essentiels et la prévention, principalement prévention des SCAR, la surveillance des personnes vieillissantes, des personnes âgées ou personnes handicapées. En 2012, ce SIAD s'est renforcé d'une dizaine de places avec l'ouverture d'une équipe spécialisée Alzheimer. Donc les ESA sont des équipes qui prennent en charge des personnes malades d'Alzheimer au stade léger à modéré ou des personnes malades apparentées, donc des démences vasculaires ou des maladies, depuis 2013, neurodégénératives, donc Parkinson, sclérose en plaques, des séquelles d'AVC. Donc nous dispensons des soins de réhabilitation au domicile des personnes sur prescription médicale. Avec donc, l'équipe a été rejointe par un poste d'ergothérapeute et 5 assistantes de soins en gérontologie, donc qui sont chez nous des personnes qui sont des aides-soignantes, qui ont fait une formation complémentaire à l'assistante de soins en géronto. Donc pour prendre en charge ces personnes sur des activités de type cognitif ou psychomoteur, de réhabilitation et d'accompagnement à la vie quotidienne. Donc il y a un gros travail qui est fait également sur le travail avec les partenaires et l'accompagnement sur les structures de répit, etc. Centre 77 a cette particularité qu'elle s'est dotée également en 2008 d'une hospitalisation, un service d'hospitalisation à domicile, donc un secteur sanitaire, ce qui est on va dire une particularité dans le secteur de l'aide. Donc ce service d'hospitalisation à domicile, c'est une infirmière coordinatrice et 20 salariés, donc des infirmières et des aides-soignantes. Donc qui pratiquent des soins ponctuels techniques et complexes, des soins continus et techniques, de la réadaptation à domicile auprès des personnes. Donc ces soins sont dispensés en lien très étroit avec les médecins libéraux ou des médecins hospitaliers référents. Donc quand les personnes sortent d'une hospitalisation en structure, hôpital, ou qui sont hospitalisées à la suite d'une ordonnance d'un médecin de ville. Donc là, c'est un cahier des charges qui est très complexe et qui est référencé donc dans le sanitaire. Donc vous voyez défiler les cartes, je vous laisse les regarder. Vous voyez que ces services sont référencés à des secteurs qui sont différents à chaque fois, ce qui complexifie évidemment les interventions des équipes qui peuvent être référencées à des services. Nous avons des soignantes qui peuvent intervenir sur le SIAD et sur l'ESA, des aides à domicile qui peuvent intervenir en aide, mais qui peuvent être également aides-soignantes sur le SIAD. Donc ça complexifie les interventions, ça enrichit les interventions également parce que nous travaillons avec nos partenaires et nos voisins. Mais voilà, il faut aussi une bonne connaissance du territoire quand on travaille sur le terrain. Donc je poursuis la présentation de notre institution par le service animation. Donc en 2012, nous avons accueilli dans notre équipe une animatrice qui a créé ce service animation avec donc la mise en place de ce service pour apporter un soutien social et vaincre l'isolement sur le territoire.
Donc je ne m'étends pas trop pour l'instant sur ce service, je vous le développerai bien plus avant dans la suite de la présentation, mais c'est quelque chose d'assez original et qui existe peu souvent dans les services d'aide à la personne. Alors elle a cette particularité aussi qu'elle travaille avec, elle est soutenue dans son action par des personnels qui sont issus de toute profession, mais qui sont volontaires et de tout service dans l'association, aussi bien des aides-soignantes, des aides à domicile, des secrétaires, de tout autre service dans notre structure. Alors très récemment, en avril 2015, nous avons fusionné, absorbé une association qui a été historiquement dans le département 77 le créateur de la prévention de la chute chez les seniors. Alors, s'il y a des personnes qui connaissent le département, cette association s'appelait l'AGSMC et était portée par le docteur Charpentier qui est implanté à Coubert, centre hospitalier de Coubert. Donc cette association avait pour vocation d'animer des ateliers de prévention de la chute. Alors c'est toujours le cas. Ces ateliers sont principalement financés par le PRIF et l'ARS. Et donc se sont dotés d'autres types d'ateliers au jour d'aujourd'hui. Ils animent des ateliers également de prévention des troubles cognitifs. Et se sont dotés pour mission d'étendre ces ateliers de prévention de la chute au domicile des personnes, donc en type d'atelier individuel, ce qui est assez nouveau et innovant. Nous avons également pour objectif d'étendre des ateliers collectifs vers des ateliers nutrition en lien avec notre service animation et des ateliers de motricité. Donc ce service prévention participe également à des forums, participe à des instances de concertation, d'information collective et fait beaucoup d'informations sur le territoire. Donc vous voyez, sa compétence, alors ils ne sont pas en couleur, mais ils sont partout. Donc on est implanté sur l'ensemble du département 77 avec le service prévention. Nous avons un dernier service qui est le service d'ingénierie sociale, technique et financière. Donc c'est un nom un petit peu compliqué, en fait, qui est également implanté sur l'ensemble du département. Nous avons, donc avec l'arrivée de l'ergothérapeute dans l'association, sollicité un agrément préfectoral pour effectuer du diagnostic environnemental chez nos personnes aidées. Et donc cet agrément était à l'origine sollicité pour nos secteurs d'intervention. Mais cet agrément étant départemental, nous avons la possibilité d'intervenir dans tous les foyers du 77 pour faire du diagnostic d'accessibilité. Donc travailler sur accessibilité à un logement, une salle de bain, des toilettes, un escalier, voilà. Donc nous pouvons faire ce diagnostic grâce à notre ergothérapeute et nous pouvons également permettre aux personnes de réaliser ces aménagements sur le plan technique, mais également sur le plan financier, ce qui souvent est le plus compliqué. Ce n'est pas de faire les préconisations qui est difficile, c'est d'obtenir l'argent pour faire les travaux. Donc nous pouvons accompagner les personnes grâce à cet agrément pour réaliser leurs projets sur le plan administratif et les accompagner pour monter leurs projets financiers. Donc nous avons un certain nombre de techniques pour réaliser cela et nous les accompagnons en ce sens. Donc, au même titre que je pense vous connaissez les pactes, donc nous avons la même mission. Nous pouvons également accompagner les familles et nous formulons des conseils et des formations sur site, c'est-à-dire à domicile des personnes ou avec les équipes de proximité sur l'ergonomie, la geste et posture pour permettre aux familles, aux aidants naturels ou aux aidants professionnels de réaliser des gestes de sécurité sur l'accompagnement de la vie quotidienne. Un lever, l'utilisation d'un lève-malade, etc. Donc ça, nous le faisons évidemment en lien avec tous les services de notre association, que ce soit l'HAD, que ce soit le SIAD, que ce soit assez souvent l'aide à domicile également. Et évidemment, l'ergothérapeute participe aux ateliers du service prévention quand il y a une intervention dans la prévention de la chute, par exemple, sur l'aménagement du logement. Donc voilà notre association. Vous voyez que c'est une association qui est assez complexe à définir et à présenter, avec des territoires compliqués, je vous l'ai dit, mais une richesse d'intervention et qui préfigure, puisque c'est l'objet aujourd'hui de notre présentation, un guichet intégré préfigurant donc la méthode Maya que nous allons vous présenter.
Mais là, je repasse la parole à ma collègue qui va revenir sur le développement de cette association, puisque on n'arrive pas à un développement et à une configuration telle de manière spontanée, hein, donc ça se fait dans l'histoire. Donc je repasse la parole à Aude, qu'elle vous l'explique. Donc, comme vous l'a présenté ma collègue Madame Guisgan, Centre 77, c'est une offre globale de services à la personne à domicile. Donc cet état, effectivement, n'est pas un développement spontané, hein, mais il a été induit par l'histoire de la structure, entre autres, telles que de multiples et successives fusions, absorptions, rapprochements et reprises d'activité. Donc elle s'est inscrite dans une stratégie de développement qui est la suivante. Tout d'abord, diagnostiquer et anticiper les besoins pour répondre au mieux aux attentes de la population, s'inscrire dans les orientations nationales et entre autres dans le respect de la réglementation et de la législation, répondre aux appels à projets qui constituent un levier de développement important, mais parfois aussi solliciter et convaincre les décideurs d'un besoin naissant lorsqu'elle a pu l'observer. Elle a tenu aussi également à associer les partenaires existants et entre autres les acteurs libéraux de son secteur d'intervention. Elle s'est également appuyée sur les intelligences internes et entre autres pour le développement du service d'ingénierie et le service d'animation. Et enfin, elle a capitalisé les pratiques et les expériences donc par le jeu des multiples fusions et absorptions qui lui ont permis d'enrichir ses pratiques professionnelles. Je précise quand même que cette évolution s'est faite, bien entendu, dans le respect de ses valeurs associatives. Donc aujourd'hui, Centre 77 veut et a besoin de faire évoluer ses pratiques. Merci Dominique. Donc veut et a besoin de faire évoluer ses pratiques et en particulier dans un contexte à la fois de transition démographique et d'opportunités technologiques. Nous avons dès lors entamé une démarche de projet autour de notre fonctionnement en guichet intégré en 3 phases qui sont les suivantes. Donc une phase de diagnostic avec la restitution de constats, une phase d'analyse avec des propositions d'amélioration et tout ça mené en étroite collaboration avec nos salariés et la mise en œuvre d'axes d'amélioration. Voilà. Ce qu'on peut souligner avant de présenter ces constats, c'est que Centre 77 est malgré tout confronté aux mêmes difficultés que les acteurs sanitaires et médico-sociaux du territoire, par un problème de cloisonnement et entre autres de cloisonnement dans la transmission des informations qui dépendent évidemment du champ sanitaire et médico-social et donc du secret médical et secret professionnel. Voilà. Ces constats ont été obtenus donc à l'échelle de la structure, je le rappelle, et ont été restitués par nos salariés. Voilà. Alors tout d'abord dans des fonctionnements différents. Alors tout d'abord entre le sanitaire et le médico-social, mais aussi dans les 2 services du médico-social. Donc dans le sanitaire, pour le service HAD, donc avec une inclusion sur prescription médicale et des critères d'inclusion définis. Dans le médico-social, pour le service d'aide à domicile, donc une admission avec ou sans prescription médicale, sans limitation de place, sans liste d'attente et, on ne l'a pas précisé sur la présentation, mais sans critères d'inclusion définis. Pour le SIAD, donc une admission sur prescription avec des critères d'inclusion spécifiques, un nombre de places limité et une liste d'attente. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est que grâce à l'existence de notre service d'aide à domicile, aujourd'hui, on est en mesure de répondre favorablement à la quasi-totalité des demandes de prise en charge. Voilà, puisqu'elle compense les modalités de saisine strictes du service d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile. En revanche, ce qu'on constate, c'est que même si elle bénéficie de l'appui et des conseils des autres services, elle supporte une charge de travail supplémentaire qui ne devrait pas lui incomber et une responsabilité dans certaines prises en charge qui peuvent être complexes. Voilà. Donc pour nous, un des leviers serait l'ouverture d'un SIAD renforcé.
ce qui permettrait de faire glisser les prises en charge dans les services, à travers les services. Trop vite ? Toujours concernant les fonctionnements différents, en termes de prise en charge financière, tout d'abord, pour le service d'hospitalisation à domicile, donc qui dépend du champ sanitaire, une prise en charge totale par les caisses de sécurité sociale avec une tarification à l'activité et toujours une différence entre le service d'aide à domicile et le service de soins infirmiers à domicile. Et donc, en général, un reste à charge pour les usagers. On peut aussi constater qu'il y a une diminution du nombre d'heures qui est alloué pour les personnes en GIR 5 et GIR 6, donc qui sont toutefois compensées par une politique de prévention qui a été développée par les caisses de retraite. Et pour le SIAD, une prise en charge totale par les caisses de sécurité sociale et un système de financement en dotation. La difficulté qu'on rencontre par rapport à ces systèmes de prise en charge, c'est au niveau surtout du service d'aide à domicile, donc déjà qui accepte des prises en charge qui ne devraient pas dépendre de son service, et qui en plus voit une diminution du nombre d'heures qui est alloué aux bénéficiaires sur les GIR 5 et GIR 6, et donc qui est compensé par une augmentation du nombre de prises en charge et du nombre de personnes prises en charge. Donc ça fait une charge de travail supplémentaire pour les responsables de secteur en termes de planning, en termes de gestion du personnel, en termes de gestion quotidienne. Ensuite, en termes de législation, réglementation, nous avons aussi des différences. Dans le champ sanitaire, avec le service d'hospitalisation à domicile qui est soumis au secret médical et qui est régi par le Code de la santé publique, et pour les services médico-sociaux qui sont soumis au secret professionnel et régis par le Code de l'action sociale de la famille. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on peut souligner une difficulté, même dans le champ médico-social, donc à l'intérieur des deux services du champ médico-social, puisqu'il existe une ambiguïté entre l'application du secret professionnel et l'application du secret médical. Voilà, donc ça contribue à complexifier la communication entre les services. Voilà, un de nos leviers qu'on attend avec impatience, ce serait l'application de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, puisqu'elle va permettre les échanges d'informations entre les services qui relèvent du secteur sanitaire et du secteur médico-social. Concernant les problématiques au niveau de la gestion des ressources humaines, donc au niveau, on le remarque surtout entre les deux services du médico-social, donc l'aide et le soin. Donc ce qu'on remarque au niveau du fonctionnement de l'aide à domicile, du fait qu'elle n'ait pas un nombre de places limité, voilà, on demande beaucoup d'autonomie et beaucoup d'implication aux salariés. Il y a peu d'évolution de carrière possible. On observe un turnover important avec un recrutement qui est complexe et un encadrement, comme je vous le précisais sur les diapositives précédentes, un encadrement exponentiel du fait du nombre d'usagers qui sont pris en charge au service d'aide à domicile. J'insiste un petit peu sur le service d'aide à domicile. Je voudrais aussi insister sur le défaut d'image dont bénéficient les aides à domicile, voilà, qui contribuent à dévaloriser la profession. Voilà, et ça implique un difficile comblement du fossé qui existe entre les différentes fonctions et les différentes catégories de professionnels. Donc, concernant le SIAD, on a une moyenne d'âge qui est relativement élevée pour un personnel qui est soumis à des contraintes physiques, voilà, ce qui génère quand même beaucoup d'accidents du travail et des difficultés de recrutement des aides-soignantes, surtout parce qu'on a besoin de temps partiel. Voilà. Donc un des leviers, là, ce serait de faire aboutir notre politique de gestion du personnel et de gestion des risques professionnels qui existent tout de même déjà au sein de la structure, mais voilà, qui a besoin d'être enrichi. Donc, vous l'avez vu depuis le début de la présentation,
L'association Centre 77 existe depuis longtemps, dans un ancrage territorial rural, proche des personnes, des usagers, des salariés et des partenaires. Nous avons repensé notre projet d'établissement à l'écoute de l'ensemble de ces acteurs, dans un projet collectif, avec une implication forte de chacun. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à une nécessaire révolution. Donc, voici la phase 2. Et après la restitution des constats, nous sommes dans la phase d'analyse. Je vais vous restituer les observations des salariés et les propositions d'amélioration. Tout d'abord, dans le domaine de la communication interne, nous observons un besoin d'optimisation et de meilleure utilisation des canaux d'information interne qui existent et un rapprochement entre les deux sites de Rozay et Coulommiers, puisque Mme Guisgan tout à l'heure vous l'a précisé, Centre 77, c'est deux sites. Un site sur la commune de Rozay-en-Brie et un site sur la commune de Coulommiers, voilà, qui complexifie les échanges. Et donc, pour axe d'amélioration proposé, tout d'abord l'élaboration d'outils d'information et d'intégration à destination des salariés, et en particulier à destination des nouveaux salariés. Voilà, tels que la rédaction de livrets d'accueil, de plaquettes d'information, de bulletins d'information, et enfin la mise en place d'un intranet interservice. Dans le domaine des ressources humaines, on observe l'existence de rythmes, de contraintes, d'enjeux différents entre le sanitaire et le médico-social, et une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui est partiellement aboutie et qui doit être développée. Les axes d'amélioration suggérés sont le renforcement des missions RH à tous les niveaux d'encadrement et favoriser les échanges, voilà, de pratiques interprofessionnelles. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été initié par la mise en place de groupes d'analyse des pratiques professionnelles interservices. Et enfin, impliquer les salariés dans le contexte évolutif de leur droit à la formation et donc initier une vraie implication des salariés, voilà, entre autres depuis l'application de la réforme sur le droit à la formation. Concernant les transmissions, on observe surtout des échanges entre cadres, voilà, par très certainement une différence de langage et de philosophie des salariés, mais aussi de culture des salariés, voilà, des équipes de terrain, et une méconnaissance des missions des autres services. Ce qui a été proposé, c'est la mise en œuvre de réunions de concertation lors de situations conjointes et facilitant l'interconnaissance des missions et des contraintes de chaque service. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce type de réunion a déjà été initié, mais qu'il faut qu'elle soit pérennisée. Voilà. Et en second axe, l'utilisation des outils de la méthode Maya qui, voilà, je vous le rappelle, est une méthode pour l'intégration des services. Toujours dans le domaine des transmissions, la problématique, voilà, de la confrontation des notions de secret médical et secret professionnel. Voilà, ça implique une étanchéité des traçabilités et des cultures différentes de chacun de nos catégories de professionnels. Donc aujourd'hui, notre axe d'amélioration serait de sensibiliser les professionnels aux éléments nécessaires à chacun dans le cadre de leur intervention afin de mieux cibler les transmissions et de faciliter leur traçabilité. Voilà. Dans le cadre de notre système d'information, on applique, aujourd'hui on utilise des logiciels métiers qui sont cloisonnés par service et par activité. Et donc on a besoin aujourd'hui de décloisonner pour faciliter les échanges d'informations. Donc ce qu'on a proposé, c'est un interfaçage des logiciels métiers, une mise en place d'outils compatibles avec la mobilité des professionnels qui interviennent à domicile. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà déployé un système de solution qui est la solution Penbase
frais des salariés de notre service d'aide à domicile. On voudrait aller un petit peu plus loin, maintenant en s'intéressant aux usagers et aux aidants. Et d'ici quelques semaines, on va déployer la solution DomiConnect pour permettre d'échanger un certain nombre d'informations avec eux. En termes d'évaluation et qualité, donc ce que je voudrais souligner tout d'abord, c'est que Centre 77 est certifié par une démarche volontaire NF 311 depuis maintenant 10 ans. On est labellisé en DO depuis 2013. Voilà, donc ça, ce sont 2 démarches de certification et de labellisation volontaire, mais on est également soumis à la certification HAS pour le service d'hospitalisation à domicile, qui est une certification obligatoire. Et il existe au sein de la structure 2 instances, la CRUC-PC et le CVS, voilà, qui sont des instances de consultation des usagers. Donc, en premier axe d'amélioration, c'est déjà quelque chose qui existe chez nous. Voilà, c'est la compilation des exigences de chacun des référentiels, donc HAS, NF et EANDO, dans un seul et unique système qualité, système d'amélioration continue de la qualité, ce qui nous permet de bénéficier de leviers dans l'organisation des pratiques et entre autres dans les pratiques transversales telles que la gestion des ressources humaines. Et notre deuxième axe serait l'organisation au moyen d'une rencontre annuelle des participants des 2 instances, CRUC-PC et CVS. Abordons à présent les axes de développement. Et tout d'abord, le projet de vie qui est au cœur du projet d'établissement de Centre 77. Le projet de vie prend en compte la personne dans sa globalité, sur le plan physique, psychique, affectif et environnemental. La personne est acteur de son projet et les actions sont construites en fonction de ses besoins, de ses souhaits et de ses centres d'intérêt. On effectue le recueil systématique du projet de vie dès la première demande et quel que soit le premier service qui intervient, et selon 3 axes suivants. L'axe collectif, pour maintenir les capacités de chaque bénéficiaire afin de préserver leur autonomie, tout en favorisant les relations sociales. L'axe individuel va permettre à l'usager de retrouver ses centres d'intérêt, de maintenir son lien social et de stimuler la communication ou l'activité. Et enfin, l'axe environnemental nous permet de développer des partenariats avec les acteurs de proximité. Donc ces axes ont été portés au départ, le projet de vie a été porté par le service animation et donc notre animatrice qui a développé donc premièrement l'axe collectif en créant le CVS au niveau de Centre 77 et qui a mis en place les activités. Donc au niveau des activités collectives, on a pu voir donc des sorties, des activités récréatives, des repas, des choses un petit peu classiques. Et puis également des séjours, des voyages avec des personnes notamment, y compris avec des personnes en situation de handicap. Donc le dernier voyage qui a été mis en place était un séjour à Noirmoutier d'1 semaine. Au niveau de l'axe individuel, les activités qui sont mises en place sont par exemple l'aide aux aidants. Les projets d'accompagnement individualisés, eh bien, ça peut être une sortie avec une personne en situation de handicap pour faire ses achats de Noël dans un grand centre commercial parce qu'elle ne peut pas s'y rendre seule. Ou alors des animations individuelles de type faire un jeu à domicile, faire une activité artisanale pour participer au projet qui contribue à offrir des objets pour le marché de Noël de l'association par exemple. Au niveau de l'axe environnemental, eh bien, c'est travailler avec des mairies pour avoir des prêts de salles, pour avoir des échanges de véhicules, pour amener les personnes aux activités collectives, etc. Donc c'est tout un maillage avec les partenaires pour contribuer à avoir des activités et un réseau qui se met en place. Donc ce projet de vie a fortement, très fortement, avec le développement des services à Centre 77, évolué. Et aujourd'hui, ce projet de vie, pour chacun, est une réponse adaptée qui va se décliner autour de différents axes. Le premier étant un axe santé sur le plan médical et qui va pouvoir, pour certains, être le soin, une toilette infirmière, un pilulier ou des aides techniques. Au niveau de la sécurité, ce sera par exemple la téléassistance, une garde de nuit ou un conseil en ergonomie. Autour de la vie quotidienne, on aura l'aide à la toilette, la préparation du repas ou la prise du repas, les courses.
Autour de la vie sociale, on va retrouver le service animation collective, les activités individuelles, le loisir, la détente. Autour de la santé, du côté du bien-être, on aura la prévention des chutes, la prévention des troubles de la mémoire. Et puis sur le plan de la mobilité, on va retrouver ici l'accessibilité du logement par exemple, les conseils à la mobilité sur le plan des aides techniques ou le transport. Aujourd'hui, nous avons un transport collectif qui est mis en place pour les animations et nous aurons prochainement un transport à la demande. Donc le projet de vie, c'est aujourd'hui porté avec tous ces services par Centre 77. Donc les axes de développement se déclinent également par le renforcement et l'amélioration des échanges. Notre objectif était de mieux répondre aux besoins globaux des personnes en améliorant la qualité du parcours. Donc le moyen que nous avons proposé était le recrutement d'un coordinateur des services qui a déjà rejoint notre équipe au jour d'aujourd'hui. Donc avec des missions assez complètes, vous le voyez. Donc qui était de commencer par un état des lieux de l'existant et des audits, des réunions avec chacun des services pour recenser les besoins et mettre en corrélation toutes les problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui sur le terrain et mettre en place un outil intégré et partagé pour chacune de ces problématiques, avec une élaboration de cahier des charges très précis et de développer et d'optimiser cet outil intégré que chacun réclame aujourd'hui et de pouvoir valider à chaque étape les états d'avancement de ce projet, de cet outil. Donc c'est un très très vaste chantier qui a été pris à bras-le-corps. Il y a eu des audits vraiment de chaque équipe et pour répondre aux problématiques du quotidien. Donc pour renforcer et améliorer ces échanges, nous avons à cœur de mettre en place également des outils qui répondent aux besoins induits par la mobilité des personnels. Chaque jour, nous avons des équipes sur le terrain qui bougent, mais qui ont besoin de communiquer avec leurs responsables et communiquer entre elles également. Donc la télégestion répond déjà à ce besoin pour certaines de nos équipes, pour l'aide à domicile, elle est mise en place. Nous allons la déployer pour les services de soins infirmiers prochainement. Et puis les tablettes à domicile pour les patients de l'HAD. Ce sont des patients qui reçoivent plusieurs visites par jour, qui ont besoin de communiquer avec leur infirmière cadre, qui ont besoin de communiquer entre eux, qui ont besoin de communiquer avec les familles. Donc cet outil sera prochainement développé, déployé. Le logiciel métier, on en a parlé, donc il est à améliorer, à optimiser. Le logiciel d'échange des données est à déployer, il est surtout à décloisonner entre les services pour avoir une optimisation des données, une optimisation des services. La qualité de prise en charge va être améliorée par ce moyen-là. Donc vous voyez ici une représentation de l'ensemble des services et établissements qui sont proposés sur un territoire. Donc vous voyez le versant du soin libéral, du soin institution, les accueils de jour temporaires, des plateformes de répit, les associations, les mairies, les clics, les filières gériatriques, les réseaux. Donc les petits encadrés bleus sont les services que Centre 77 déploie actuellement. Donc vous voyez en bleu également le titre de ce graphique qui est la méthode de travail Maya. Donc à ce titre, lorsque l'appel à projet de la Maya sur le département 77 est paru, nous avons candidaté pour être porteurs et au titre de la représentation de 7 de l'ensemble de ces services, nous avons été choisis pour être porteurs de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. Donc ce service, cette méthode Maya, permet la mise en lien des acteurs du champ sanitaire, social et médico-social pour apporter une réponse harmonisée, complète et adaptée à la personne âgée et ses aidants, quelle que soit la structure contactée. Donc nous sommes aujourd'hui un guichet intégré, un des acteurs de l'ensemble de ces acteurs qui portons la méthode et qui représentons la méthode. C'est pour ça que nous sommes habilités à vous la présenter aujourd'hui. Nous en sommes le porteur, mais nous en sommes aussi un des membres actifs. Proactifs, on espère. Alors la méthode, ce sont 3 mécanismes interdépendants. Je tente humblement de vous le présenter parce que c'est assez complexe. Donc le premier niveau, c'est la concertation. C'est l'implication de l'ensemble de ces acteurs, justement.
Le second, c'est le guichet intégré, c'est pouvoir renseigner l'ensemble de la population. Et le troisième, c'est la gestion de cas. Donc la gestion de cas, elle implique donc les gestionnaires de cas, peut-être que vous connaissez. Ce sont des personnes qui se chargent d'accompagner des situations complexes, qui sont dites complexes parce qu'elles elles allient des situations de santé et de soins qui sont très difficiles, qui ne sont pas prises en charge ou mal prises en charge, à des situations sociales qui sont mal ou pas prises en charge. Donc c'est des gens qui sont dans des situations de détresse souvent, ne sont pas accompagnés. Donc les gestionnaires de cas prennent à bras le corps ces situations et remettent en lien des acteurs pour, on va dire, sortir ces personnes des situations très difficiles où elles sont. Elles ont aussi comme mission de faire remonter aux pilotes des Maya des dysfonctionnements des acteurs entre eux pour pouvoir améliorer le système. Le tout n'est pas de stigmatiser les acteurs, bien au contraire, mais de remettre en fait du fonctionnement, de remettre du gain et on va dire de recréer un cercle vertueux entre les acteurs. Donc au niveau 1, donc la concertation, vous avez 3 niveaux dans ce niveau 1. Le premier niveau, c'est la concertation stratégique. Donc ces niveaux s'appellent des tables. Il y a une table stratégique où vous avez les décideurs et financeurs qui se concertent et qui décident d'ajustement de mécanismes et de planification pour réguler l'offre de services. Quand il y en a trop, qu'il n'y en a pas assez, sur le territoire. Le second niveau, c'est la concertation tactique, la table tactique où vous avez les acteurs du territoire qui créent des outils, qui les ajustent et qui, au mieux, essaient de s'ajuster pour travailler ensemble, pour déjà apprendre à se connaître, qui fait quoi, comment, où. Et puis ensuite, vous avez la dernière concertation. Ce sont ce qu'on appelait avant, entre guillemets, les synthèses. Autour du gestionnaire de cas et de ces situations difficiles, on essaye d'améliorer et puis de faire un travail ensemble et de remonter des informations. Alors, excusez-moi. Donc en mettant en œuvre l'accueil, l'analyse de la demande, des outils en commun et l'orientation vers une réponse adaptée, interne ou externe, Centre 77 se définit donc comme une modélisation qui est perfectible, mais qui est réflexive, un guichet intégré en pleine intelligence avec un territoire qui est impliqué. C'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui au 4e axe de développement chez nous, qui est une plateforme d'accueil. Notre objectif, et le dernier, parce qu'on en a beaucoup, mais à un moment il faut s'arrêter, c'est de rationaliser et de qualifier la réponse qui va être apportée aux usagers en formalisant la mise en œuvre des outils Maya. Donc le moyen humain qu'on souhaite mettre en œuvre maintenant sur notre plateforme d'accueil, ce sera un personnel formé, très polyvalent et disposant d'une culture d'entreprise, mais pas que, d'une culture aussi du territoire qui sera transversale et très polyvalente à l'externe également. Donc les moyens techniques qu'on voudrait utiliser, ce sont des moyens intégrés avec une optimisation de notre système d'information intégré et l'utilisation des outils Maya. Donc les outils Maya, il y a le guide d'entretien et le formulaire d'analyse multidimensionnel qu'on a créé, l'annuaire Maya et le référentiel des missions. Ça peut être également le guide des aidants. Actuellement, on a un groupe de travail sur la Maya qui met en place un guide des aidants qui sera informatisé, mis en ligne pour tous les aidants avec toutes les actions qui existent. Donc c'est un groupe de travail qui travaille aujourd'hui avec des aidants familiaux. Donc c'est vraiment des groupes qui sont très très intéressants. Donc pour les usagers aujourd'hui, quelle est la plus-value de Centre 77 d'être un guichet intégré? Donc il y a une réactivité dans l'accompagnement des personnes, le signalement est facilité entre services, il y a une réelle coordination des intervenants et des interventions. Il y a une optimisation des ressources en interne. Il y a la prise en charge par le SAD, on l'a dit, en attendant d'avoir une place dans un autre service. Donc c'est difficile, on l'a vu, mais la prise en charge est là quand même. Il y a une réactivité. Il y a une réponse à l'évolution des besoins des personnes et des usagers. Il y a une réelle anticipation des besoins. Il y a la possibilité de prendre en charge les personnes au sein d'une même structure.
Mais il y a aussi la possibilité de renvoyer sur des partenaires à l'extérieur avec des acteurs territoriaux. Aujourd'hui, Centre 77 est proactif sur le territoire. C'est un acteur reconnu qui a de nombreux partenariats à l'extérieur. Pour les professionnels, la plus-value d'être guichet intégré à Centre 77, c'est d'être un maillon du parcours de vie, du projet de vie de la personne. C'est contribuer à un projet d'envergure, d'accéder à une mobilité interne sur d'autres services, sur l'animation en particulier, on l'a vu, mais pas que, sur l'ESA également. Accéder à un travail à proximité de chez soi. Pour les femmes, avoir une relative flexibilité du temps de travail, un temps choisi, ça reste quelque chose d'important pour des équipes qui sont exclusivement ou presque exclusivement féminines. Et puis d'accéder à des groupes d'analyse de pratique interprofessionnels en interne, c'est quelque chose qui est aussi apprécié par nos professionnels. En conclusion, je respecte le temps, il me reste 2 minutes. La restructuration de l'offre sanitaire et médico-sociale telle qu'elle se définit aujourd'hui vise à privilégier un parcours de vie et de santé des personnes fragiles, s'inscrivant dans une approche intégrée de prévention, de soins et de prise en charge médico-sociale, en tenant compte de la réalité de territoires d'intervention dont les coopérations seront un atout essentiel de réussite. Centre 77, depuis sa création, a toujours souhaité s'inscrire dans cette dynamique de parcours de vie au plus près des attentes et des besoins des personnes. Aujourd'hui, plus que jamais, l'association reste impliquée tout en poursuivant son objectif de répondre aux défis de l'évolution de la société et dans le respect de ses valeurs. Cette évolution de Centre 77 en guichet intégré a été rendue possible grâce au concours de l'ensemble de nos partenaires libéraux, institutionnels et financiers que nous tenons à remercier. Pour ma part, je pense que Madame Planquette et notre directeur s'y associent. Je tiens à remercier aussi tous nos intervenants et nos équipes qui font un travail formidable tous les jours. Et puis je tiens à remercier les personnes qui nous ont aidés à présenter et préparer cette intervention, qui ont fait un gros travail. Et je tiens à vous remercier pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Et nous avons avec nous la pilote de la Maya. Donc, comme c'est un vaste sujet, si elle veut nous rejoindre et que vous avez des questions à lui poser, j'invite Mme Surgé à nous rejoindre. Il y a un micro, je crois qu'il y a un micro-cravate quelque part. Voilà. Donc Madame Surgé, la pilote de la Maya Centre Seine-et-Marne. Il y a 3 Mayas sur le département 77. Donc il y en a 3 dans le 77 et 300 dans toute la France. Comment vous articulez vos réflexions, vos articulations avec les autres Mayas? Vous venez par exemple de parler d'un guide des aidants. J'imagine que ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. On voit bien la démarche proactive aussi, l'approche locale, mais voilà, comment vous articulez le local et le national? Merci. D'accord. Alors effectivement, nous avons une table stratégique qui est départementale. Donc on a, par Maya, normalement il y a des concertations à 3 niveaux. Donc nous, on a la concertation stratégique qui est au niveau départemental, ce qui nous oblige aux 3 pilotes Maya de nous rencontrer régulièrement pour pouvoir justement mettre en commun nos travaux et voir ce que nous présentons. D'abord, ce qui est commun sur nos 3 territoires. Donc comme vous l'avez vu quand même, la Seine-et-Marne, il y a un côté assez urbain, un côté semi-rural et un côté beaucoup plus rural. Donc on a ce qui est commun, les problématiques communes à la prise en charge, et puis nous avons également des spécificités sur nos territoires. Donc le but est de pouvoir mettre en commun ce que nous présentons communément et de mettre en exergue nos spécificités pour pouvoir répondre en matière de planification et de régulation aux besoins par les tutelles. Donc, voilà, donc on se réunit très très régulièrement là-dessus. Après, sur ce qui est le guide des aidants, nous nous inscrivons là aussi sur un projet départemental, puisqu'il s'inscrit également dans le projet du Conseil départemental de Seine-et-Marne d'un schéma de soutien à l'autonomie où il y a un volet des aidants. Donc effectivement, ce ne sera pas le seul guide. En tout cas, sur notre département, ça n'existait pas. Et on voit bien dans la démarche Maya que le but, c'est de voir quelle est la place de chaque acteur,
Nous estimons aujourd'hui que les aidants sont des acteurs très importants et le but de ce guide, c'est pas tant de faire un guide, c'est de pouvoir faire la promotion des actions qui leur sont proposées, de voir ensuite si elles sont en adéquation avec leurs attentes. On peut avoir une très belle offre, si ça ne répond pas aux besoins des gens, les gens n'y participeront pas. Et après, de voir en fonction qu'est-ce qu'on attend de ces aidants et qu'est-ce qui dysfonctionne quand nous n'avons pas d'aidants, puisque comme on vous l'a dit à la gestion de cas, c'est des personnes qui cumulent des problématiques d'autonomie fonctionnelle, décisionnelle, de santé, d'isolement et de réponse inadaptée de l'offre à leurs besoins, d'offres inadaptées à leurs besoins. Donc quand on cumule tout ça, voilà, comment ça dysfonctionne. Et le but, c'est pas effectivement que de faire un guide, c'est vraiment de voir la place de l'aidant dans le parcours. Bonjour. Moi, j'aurais 2 questions, à vrai dire. Quels sont vos profils en tant que pilote et gestionnaire de cas? Deuxième question, c'est que je vous... Vous m'entendez? Ouais. Vous êtes, comment dire, missionné. Alors, j'entends bien la Maya, donc c'est un appel à projet, ARS, donc à partir d'un cahier des charges. Donc, vous devez lui rendre des comptes, nous sommes bien d'accord. Donc, vous me parlez du département, donc j'entends bien, vous êtes en lien aussi avec le schéma départemental. Soit, est-ce qu'il y a une combinaison chez vous? Parce que, bon, moi, je ne suis pas du tout d'ici, hein, mais ici, s'entendent bien, tant mieux. L'ARS et le conseil départemental. Vous n'avez pas fait de CEPOM non plus? Non, pas encore. D'accord. Donc, je voulais voir, oui, voilà, l'articulation au niveau de l'institution et les financeurs, et puis vos profils. Merci. Merci. Donc, au niveau des profils, moi j'ai un profil master administratif droit social et ressources humaines, après avoir été 15 ans directrice d'un réseau de santé de cancérologie, dont j'ai assuré la fusion voilà, pour faire des plateformes territoriales, enfin en tout cas des réseaux territoriaux, cancérologie, gérontologie, soins palliatifs, suite au guide des GOS 2012. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Voilà, je vois bien. Donc voilà, donc, après 15 ans de coordination et de direction de structure, la connaissance territoriale sur un territoire que je connais bien me légitimait. Surtout que pour être pilote, l'ARS valide nos CV. Donc c'est eux qui valident et qui vous légitiment à vos postes. Après, en gestion de cas, j'ai donc 3 gestionnaires de cas, puisque c'est en fonction du nombre populationnel des personnes de 60 ans et plus de 75 ans. Donc les 3 gestionnaires de cas, donc j'ai une infirmière en formation initiale, une assistante sociale et une CESF, en sachant que ce qui les légitime à leur poste, c'est un DIU, un diplôme interuniversitaire de 120 heures, qui fait qu'elles ont la connaissance de l'évaluation multidimensionnelle qu'on leur demande. Hein. Donc c'est pas tant leur cursus initial qui est important que le fait d'avoir la formation et de pouvoir globaliser l'ensemble des besoins des besoins. Cette formation, comme vous le dites, elle est prise en charge dans le cadre de la Maya. Exactement. Voilà. En fait, il y a une obligation d'être formé dans les 3 ans de prise de poste pour le gestionnaire de cas. Donc ça, c'était pour votre première réponse à la première question. Pour la deuxième question, effectivement, nous sommes financés donc, par la CNSA qui donne des fonds aux ARS. Et donc nos financeurs, c'est l'ARS. Après, la table stratégique, ça a vocation de pouvoir faire se parler des financeurs et des décideurs qui ne se parlaient peut-être pas forcément. Donc, comme l'a évoqué soit Aude, soit Dominique tout à l'heure, c'est vraiment la table stratégique a cette vocation-là. Donc, c'est pas toujours simple, c'est vrai. Chacun y va un peu de son schéma, chacun y va de son financement. On l'a dit dans l'introduction, c'est pas décloisonner les financements. Hein. On veut décloisonner un parcours, mais en faisant un parcours qui est encore cloisonné sur les financements. Mais ça avance. En tout cas, moi, ce que je peux en constater, c'est que depuis la création de la Maya, donc, qui est nous en 2012, mais moi je ne suis pilote que depuis janvier 2015, on peut voir quand même qu'il y a des évolutions et voilà, ça s'interpénètre et il y a une vraie volonté de pouvoir trouver des solutions communes avec des obligations de ressources contraintes et qui va un peu obliger aussi nos financeurs à réfléchir à tout ça. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question.
Alors, parmi les évolutions dont vous venez de parler, l'ancien sigle de Maya, c'est la maison Alzheimer. Donc, comment vous avez vécu ce tournant de sigle et de prérogatives? Très rapidement, l'acronyme n'a pas été adapté en fait. Donc d'emblée, les professionnels le disaient. L'acronyme a été très rapidement changé. Il n'est pas encore validé puisqu'on attend la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement qui devrait voter ce changement d'acronyme. Là, moi, je suis arrivée sur une période où l'acronyme était déjà usuellement modifié. Donc, je peux pas... en tout cas, l'acronyme ne répondait pas d'emblée à ce qu'était le dispositif. Donc, sur le territoire, ça a plutôt été bien accepté de cette modification d'acronyme. Ne soyez pas gênés, nous sommes là pour ça. J'arrête pas de poser des questions, mais je me comprends. Mais j'ai en plus loupé un passage. Donc, le centre 77, vous êtes gestionnaire d'un service d'aide à domicile, si j'ai bien compris. Oui, on peut reprendre le début si vous voulez. Non. Service d'aide à domicile, une HAD et un SIAD. Oui. D'accord. Un service d'animation, un service prévention, Voilà. un ESA. Voilà. Oui, par le biais du SIAD, voilà, j'entends. Et un service d'ingénierie sociale technique et D'accord. financière. Donc, c'est-à-dire, au niveau du parcours de santé, déjà, vous avez pas Une complétude de une belle services. palette, une Oui. belle palette. Donc, voilà, non, très intéressant. Donc, tout ça pour vous dire, parce qu'on parle beaucoup de SPASAD. Oui. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans cette dynamique, vous, demain. On a la particularité d'avoir un service d'hospitalisation à domicile. Donc, on pourrait être SPASAD, évidemment, bien sûr. La volonté, pour l'instant, ce n'est pas de passer en SPASAD, puisque ça ne répond pas tout à fait à notre fonctionnement interne. Voilà. Disons qu'il manque un maillon de la chaîne dans le SPASAD pour vraiment... voilà. Normalement, une SPASAD englobe le soin, le SIAD et le service d'aide à domicile. Oui. Mais on a un service d'hospitalisation à domicile qui fait partie de notre chaîne en fait, de prise en charge. D'accord, Voilà. ok, d'accord. Merci. Je vais vous remettre la synthèse. Si je la retrouve. Si, c'est celui-là. Voilà. Bonjour. Est-ce que, dans la mesure où c'est dans le maintien à domicile, est-ce qu'il est envisageable que ce parcours intègre de l'habitat groupé spécialisé pour les seniors, type résidence service senior ou autre maison de retraite non médicalisée? Oui, on intervient déjà au sein de ce type de structure. D'accord. Et vous... On a eu un projet à une époque de participer en tant qu'équipe dans un habitat regroupé qui était un projet de résidence-service qui nous avait sollicité en termes d'animation et de service au sein de cette résidence. Bon, ça n'a pas abouti pour des raisons, on va dire, politico-financières, à une période charnière politique. Mais effectivement, on a des partenariats. Ce n'est pas en tant qu'institution propre, mais en tant que partenariat, oui, ça a déjà été envisagé. Oui, bonjour. Moi aussi, j'ai raté le début, alors peut-être que vous l'avez déjà dit. Je voudrais savoir qui finance votre service prévention et votre service animation. Alors, pour le service prévention, je vais laisser Mme Guisgan répondre. Pour le service d'animation, en fait, tout d'abord, on l'a autofinancé au départ. On a obtenu des fonds par le Fonds de modernisation de l'aide à domicile. Voilà. Il n'est pas financé ni par le conseil départemental. On cherche des fonds pour le faire fonctionner. Voilà. Alors pour la prévention, il faut le dire, partiellement financé également. Et puis il est financé alors, par les autres services. Quand on intervient pour l'HAD, ça rentre dans le budget de l'HAD. Quand on intervient sur des grosses interventions financées dans le cadre de l'ANA par exemple et que les personnes bénéficient d'une subvention, l'ANA finance la personne, donc nous facturons. Si la personne n'est pas finançable, nous ne facturons pas au tarif.
La personne finance en partie et récupère sur des financements annexes. Donc c'est à la carte en fonction également de la capacité de ticket modérateur de la personne. Mais ce n'est pas à but lucratif, disons. Il y a une grosse partie de financement de la structure au jour d'aujourd'hui. Donc on a passé par exemple une convention avec Agir Carco qui finance une grosse partie de ses ressortissants, et au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui peuvent en bénéficier. Donc dès qu'on peut le faire, on passe par ce type de financement. Donc il y a un ticket modérateur pour la personne qui est de 15 €. Et nous, on est financé relativement correctement pour intervenir. Une petite dernière? Non? C'est bon? Le développement de la Maya sur les territoires s'appuie toujours sur, avec l'intégration de structures comme grâce à Centre 77 par exemple, ou est-ce que la Maya invente des systèmes de parcours de soins sur chaque territoire, ou est-ce qu'il se base toujours sur des... Alors, je ne sais pas si c'est clair ma question. C'est clair, je vous remercie. C'est une chance pour un pilote d'avoir un endroit où il peut tester l'intégration des services en ayant une structure comme 177 sur son territoire. L'objet de la Maya, c'est de pouvoir s'appuyer sur les structures existantes et de les faire s'intégrer. Donc, c'est-à-dire que là, c'est 177 qui fait la présentation de son existant. Mais moi, mon travail ne consiste pas seulement à faire s'intégrer les services de 177. C'est aussi de faire intégrer 177 avec les autres partenariats. Donc voilà, donc c'est vraiment... non, c'est pas d'inventer les parcours, c'est vraiment de travailler avec les acteurs sur les territoires, les parcours existants, identifier tous les points de rupture et voir ensemble en table tactique comment trouver des solutions, quelles sont les limites, les périmètres d'intervention, les limites d'intervention, quelles sont les franges qu'on peut un peu pousser pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, et puis en fonction pouvoir faire remonter à la table stratégique aux financeurs les propositions du terrain. Voilà, là on propose telle et telle chose, les acteurs sont d'accord pour un petit peu modifier les terrains d'intervention, et puis voir comment c'est ressenti au niveau des décideurs et comment on peut l'améliorer et le rendre légalement et réglementairement possible. Mais voilà. Mais on n'invente rien, on est surtout sur du pratico-pratique, comment on améliore l'amont et l'aval sur une prise en charge qui est déjà souvent très cabossée, et où, comme le disaient les intervenantes, les situations sont arrivées très complexes, mais le tout c'est d'analyser pourquoi elles sont arrivées à ce niveau de complexité et comment on aurait pu l'éviter. Eh bien, merci de votre intérêt et de toutes vos questions, et bon beaucoup. salon à vous tous.